En 1911, alors que Nucky était shérif, Woodrow Wilson, alors gouverneur du New Jersey, a décidé que le comté d'Atlantic avait besoin d'un grand nettoyage. Il a nommé un juge spécial de la Cour suprême pour entendre les affaires et a ordonné à son procureur général, Edmund Wilson, d'ouvrir une enquête devant un grand jury. En conséquence, le chef républicain de l'époque, Lewis Cunley, Nucky Johnson et bien d'autres ont été inculpés de plusieurs chefs d'accusation. Cunley a été reconnu coupable d'avoir illégalement reçu des contrats du comté et a été condamné à une peine de prison. Johnson, cependant, n'a été inculpé que pour avoir illégalement retiré des registres d'inscription et des résultats officiels des élections du bureau du greffier du comté. Et pour cette accusation, il a été acquitté. Lorsque la campagne de réforme du gouverneur a pris fin, elle n'avait réussi qu'à écarter Cunley du pouvoir et à installer Nucky Johnson à sa place. L'acquittement a renforcé la réputation d'invincibilité de Nucky. Et en 1914, le conseil du comté d'Atlantic a élu Nucky au poste de trésorier du comté. Et pendant 30 ans, il a conservé ce poste. Il était bien connu que le bureau du trésorier du comté servait simplement de siège politique à Johnson. En 1916, Johnson a étendu ses activités politiques au-delà des limites de son comté. Il a dirigé la campagne de Walter E. Edge pour le poste de gouverneur. Et lorsque Edge a été élu, Johnson a été récompensé en étant nommé greffier de la Cour suprême de l'État pour un mandat de 5 ans. La période de 1920 à 1930 a vu Johnson au sommet de sa carrière en tant que leader politique. Pendant cette période, non seulement il était le patron absolu d'Atlantic City et du comté d'Atlantic, mais il faisait aussi partie d'un petit groupe de dirigeants républicains qui contrôlaient le destin de son parti dans l'État. La base du pouvoir politique de Johnson tenait au fait qu'il dominait Atlantic City. La population de 66 000 habitants était composée presque pour moitié d'Afro-Américains, et Johnson ainsi que son organisation républicaine contrôlèrent toujours totalement le vote des Noirs. La force de son organisation résidait dans les activités de ses responsables noirs de circonscription du côté nord d'Atlantic City. De plus, Atlantic City, qui était principalement une station balnéaire accueillant des millions de visiteurs chaque année, avait maintenu une politique libérale en offrant toutes sortes de divertissements à ses clients. Cela incluait nécessairement des boîtes de nuit, la consommation d'alcool, des jeux d'argent et d'autres divertissements de nature similaire. Une vaste armée de contrevenants a été recrutée et financée à une échelle colossale, que beaucoup de nos meilleurs citoyens, indignés par ce qu'ils considéraient comme une atteinte à leurs droits privés, ont ouvertement et sans honte, ont ignoré le 18e amendement, qu'en conséquence inévitable, le respect de notre loi a été grandement diminué. Mais la criminalité a augmenté à un degré sans précédent. J'en suis venu lentement et à contre-cœur à croire que l'abrogation signifie se rendre aux criminels et aux corrompus qui défient et enfreignent maintenant la loi. La voie royale vers la grandeur nationale et la prospérité durable ne passe pas par la brasserie, la distillerie et le débit de boissons. Le respect et l'application, et non l'abrogation, doivent être le programme de l'Amérique pour l'avenir. Ces activités, bien sûr, ont attiré de nombreux personnages du milieu. Et lorsque la nécessité l'exigeait,
Johnson pouvait toujours compter sur un grand nombre de joueurs, de prostituées et d'autres individus peu recommandables pour voter illégalement en nombre suffisant en faveur de ses candidats afin de compléter le vote des Noirs. De plus, Johnson, grâce à son pouvoir de distribuer des emplois, a pris le contrôle d'un bloc important de voix composé de tous les employés du comté et de la ville, ainsi que de leurs familles et amis. Bien sûr, pour maintenir une organisation politique de ce genre, il fallait dépenser des sommes d'argent énormes. Bien plus que ce qui pouvait être obtenu par des contributions volontaires ou par les cotisations des membres du club républicain. Johnson a contraint les employés de la ville et du comté à faire des dons pour aider à maintenir l'organisation. Mais il a surtout huilé les rouages de sa machine avec des fonds obtenus grâce à la corruption dans divers trafics, à savoir les jeux d'argent, la contrebande d'alcool et la prostitution. Pendant la Prohibition, Atlantic City regorgeait de bars clandestins. Les revenus illégaux de Johnson, issus des contrebandiers d'alcool et des propriétaires de bars clandestins, étaient immenses. De plus, pendant cette période, la corruption liée aux contrats routiers, aux permis de construire et aux travaux de construction de toutes sortes était très importante. En 1935, bien que Nucky ait eu de nombreuses maîtresses, il vivait ouvertement avec une actrice nommée Florence Osbeck. Il résidait dans un bungalow en stuc de style espagnol près de la promenade à Atlantic City et occupait également une suite à l'hôtel Ritz-Carlton. Les loyers de ces deux établissements s'élevaient à environ $5 000 par an, soit l'équivalent de $84 000 aujourd'hui. De plus, principalement pour la commodité de Flossie, il entretenait un appartement à New York au 128 Central Park South, pour lequel il payait $2 200 par an. Les factures de vêtements pour lui-même et Mademoiselle Average s'élevaient à environ $3 000 par an. Nucky n'achetait rien d'autre que des costumes sur mesure à $150 le costume, et ses factures de nourriture atteignaient environ $3 000 par an, car il avait un goût prononcé pour les homards, le caviar et les steaks. La facture d'alcool de Nucky s'élevait à environ $4 000 par an. Le champagne et le brandy de 18 ans d'âge étaient les seules boissons que Nucky considérait comme dignes d'intérêt. Il entretenait également 4 Cadillacs à 16 cylindres qu'il gardait en service en permanence pour Mademoiselle Osbeck lui-même, ainsi que pour divertir ses amis et ses électeurs. Si la générosité de Nucky faisait de lui un héros populaire, il était largement connu que n'importe qui, quel que soit son statut social, pouvait venir voir Johnson pour demander de l'aide en cas de besoin. Que ce soit pour un emploi ou simplement une livre de charbon supplémentaire en hiver. Cela a également fait de lui une cible pour une enquête fédérale. Johnson a été enquêté à de nombreuses reprises pour des accusations de contrebande d'alcool et de racket, mais les enquêteurs se heurtaient souvent à de nombreuses difficultés. C'est un témoignage de la machine criminelle et politique bien huilée de Nucky, comme le documente un rapport. Les agents ont constaté qu'à part quelques entrepreneurs et propriétaires de grands clubs nocturnes et casinos déjà examinés par le fisc, presque aucune des parties impliquées ne tenait de livres ou registres adéquats. Impossible de déterminer précisément leurs revenus, les agents ont reconstitué les impôts dus à partir de sources externes. L'autorité totale de Johnson sur une période de 30 ans et son immunité apparente lors des enquêtes précédentes avaient convaincu tout le monde à Atlantic City qu'il pouvait s'occuper de tout et de n'importe quoi. Tout au long des enquêtes, les agents du Trésor ont constaté que les contribuables avec lesquels ils traitaient gardèrent le silence pour protéger Johnson, car ils étaient convaincus que Johnson arrangerait les choses pour eux. Cet état d'esprit allait même encore plus loin. La corruption de la machine de Johnson a poussé de nombreuses personnes visées par l'enquête à mentir aux agents. Et, comme on le verra, même à commettre un parjure, intimider des témoins, suborner des jurés et faire obstruction à la justice dans les procédures fédérales, comme il le faisait dans les tribunaux du New Jersey. Finalement, les enquêteurs ont pu inculper Nucky
pour fraude fiscale sur les sommes colossales que Johnson avait perçues des propriétaires et exploitants de salles de jeu illégales et de bordels. Le juge dans cette affaire a fait remarquer « Le peuple agit uniquement via ses dirigeants. Et si notre République doit fonctionner et que la démocratie doit être préservée, ceux qui aspirent à des fonctions de direction dans la vie publique, pour guider le peuple, doivent et assument effectivement certaines responsabilités supplémentaires. Celle du citoyen ordinaire. Certainement, l'une de ces responsabilités, la plus haute et la plus forte, est d'être exemplaire en matière de respect de la loi. Et à mon avis, cet accusé avait une responsabilité particulière, étant peut-être la principale figure de la vie publique de sa communauté, d'être un exemple pour ceux qu'il dirigeait. Dans l'exercice de cette responsabilité, il n'a pas été exemplaire dans le respect des lois. D'un autre côté, le jury a constaté, et je pense à juste titre, qu'il leur avait donné l'exemple de tricher et de frauder le gouvernement, ce qui est, pour le moins, choquant. En juillet 1941, Nucky Johnson a été condamné à 10 ans de prison fédérale et à une amende de $20 000. Frank Abfarley, sénateur de l'État, a succédé à Johnson, conservant son pouvoir de 1942 à 1972, exerçant son influence dans ses fonctions de sénateur de l'État. Alors que App supervisait l'empire que Nuck avait créé, son propre pouvoir ne s'étendait qu'à la sphère politique. Comme l'a noté un chroniqueur, le pouvoir de Nucky était absolu. Plus tard, des accusations d'évasion fiscale seraient à nouveau utilisées pour faire tomber l'un des gangsters les plus notoires, un des premiers collègues et confidents de Nucky Johnson, Al Capone. Merci d'avoir regardé. Pour soutenir la création de contenus historiques, aimez, commentez et partagez cette vidéo avec d'autres passionnés d'histoire. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à faire vivre l'histoire. À amener la mer là où reposaient les pêcheurs volants,